Bonjour à tous. Je regardais simplement les questions que vous avez posées, qui sont extraordinairement nombreuses. Il va falloir qu'on fasse le tri pendant que nos amis journalistes vont poser des questions. Alors, je ne sais pas, Christian Chavagneux, allez, on démarre. Bien, bonsoir. Eva Joly a déjà abordé un sujet qui m'est cher, qui est celui de la lutte contre les paradis fiscaux. Grâce au Parlement européen, Eva Joly l'a rappelé, on a demandé aux banques, qui doivent nous donner bientôt une comptabilité pays par pays. Elles doivent nous dire dans tous les pays où elles sont implantées quel est le montant de leur chiffre d'affaires, quel est le montant des profits qu'elles réalisent, le nombre de personnes qu'elles emploient, quel est le montant des impôts qu'elles payent. On va s'apercevoir de quelque chose que les gens de la société civile, que les journalistes savent déjà, c'est-à-dire que les banques, et notamment les banques françaises, sont très présentes dans les paradis fiscaux. Donc ma question, c'est, une fois qu'on saura officiellement que les grandes banques européennes sont présentes dans les paradis fiscaux, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous proposez pour sortir les banques françaises des paradis fiscaux? C'est ma première question. Merci. On applique le principe que propose mon candidat à la présidence de la Commission, c'est-à-dire que les activités des entreprises doivent être fiscalisées là où elles sont faites. Voilà. Si, non, la question de la modification. Et moi, j'ajoute quand même. Concrètement, j'ajoute quand même un sujet qui est que ce qu'on a fait sur les banques, il faut qu'on le fasse dans les autres secteurs. Hein. C'est quand même. C'est pas parce qu'on a gagné sur les banques qu'il faut ne pas le faire sur les autres secteurs. Et je crois que là-dessus, on a besoin d'avancer avec une proposition de la Commission. Donc on verra qui sera le commissaire et comment est-ce que ça sera porté au Parlement européen. Eva Joly, j'ai envie de répondre. On va donc s'apercevoir de l'absurdité de la chose. On va s'apercevoir que la BNP fait beaucoup de bénéfices au Chypre, au Luxembourg, à l'île Maurice. Et en face de cela, c'est des manques à gagner pour des États où l'activité se passe réellement. Et donc, la connaissance est la première des choses pour pouvoir agir. Ils ne pourront plus cacher qu'en réalité, l'essentiel de leur bénéfice est fait à travers l'activité défiscalisante qu'elle permet pour les multinationales. Et c'est comme ça qu'on voit que tout se tient, que dans les commissions consultatives, les grandes entreprises sont surreprésentées, que les experts indépendants, qui ne sont autres que des lobbyistes, sont là. Et donc, ce n'est pas pour rien que tous ces régimes sont si favorables, mais la connaissance est pour moi la première des stades pour pouvoir prendre de nouvelles règles comptables. Et nous devons arriver, évidemment, à supprimer cette fiction que l'activité de l'entreprise se trouve à l'île Caïman, où ce n'est qu'une boîte à lettres, comme chacun sait. On a déjà vu qu'ils commencent à s'y préparer, c'est-à-dire que les grandes entreprises, maintenant, ils n'ont plus simplement un gestionnaire, ils mettent aussi une ou deux personnes, ça ne coûte pas très cher, pour pouvoir dire que nous avons une activité réelle. Vous savez qu'il n'y a pas de doctorant en flux financiers illicites. Il n'y a pas de doctorant en comment est-ce que les multinationales ne payent pas d'impôts. Une fois que nous avons cette connaissance, nous pourrions, je l'espère, avoir aussi des scientifiques qui se pencheront sur la question. Nous aurons une matière qui permettrait la décision politique efficace. Et la première des choses que nous proposerons, c'est que tous les pouvoirs publics ne fassent plus affaire avec des banques qui ont des filiales dans les paradis fiscaux. Nous l'avons déjà commencé dans la région parisienne, par exemple, sur l'initiative d'Europe Écologie. Et donc, il y a un certain nombre de mesures que nous pouvons prendre tout de suite. Mais pour moi, ce point aveugle de la finance, il va arrêter d'être aveugle. Ça va être comme le nez au milieu de la figure. Et cela va faciliter le travail aussi de la séparation de l'activité bancaire, parce que nous apercevrons combien le financement à travers des canaux qui participent aux flux financiers illicites sont importants. Donc cette connaissance, elle ne résout pas le problème, mais elle permet des recherches et elle permet d'établir que les règles
comptable tel qu'il existe aujourd'hui et qui en réalité était basé sur une jurisprudence anglaise qui remonte complètement aux fins du 19e, et elle peut être défaite. Et que c'est évidemment ça que nous allons faire. Merci, Madame Le Gris. Parce que l'imposer là, par exemple, si Madame on Joly, voit... Il faut être court dans les réponses parce que j'ai 3 Oui, personnes. d'accord. Ensuite, j'en ai un paquet. Je voulais simplement réagir à ce que avancer. disait Pervenche Pérez. L'imposer là où il le déclare, ça ne fait pas sens parce que justement, c'est un paradis fiscal qui, par définition, n'impose pas les bénéfices. Alors, Monsieur Coquerel, vous avez envie de répondre là-dessus? Pour lutter contre les paradis fiscaux, je dirais déjà il faudrait qu'il n'y ait plus dans l'Union européenne de pays qui pratiquent les paradis fiscaux. Voilà, donc déjà il faut les sortir, premièrement. La deuxième chose, c'est qu'il faut interdire les transactions entre les banques européennes justement et tous les placements financiers offshore. Et on me dira, et s'ils ne le font pas? Eh bien, s'ils ne le font pas, on peut estimer que dans ces cas-là, les banques contreviennent à l'intérêt général et aux réglementations qui seraient à ce moment-là votées, et on les nationalise, et on les met sous contrôle public. Voilà. Oula, ça c'est du lourd. Madame Le Gris. Si vous voulez bien, je vais proposer à mon colistier, Olivier Régis, de répondre. Il est ce soir présent parmi nous avec le dossard UMP, comme moi. Il a autant de légitimité politique que moi à parler de ces sujets. Pas de problème. Bonsoir, merci de me laisser la parole. Je prends le temps de parole de Constance, mais c'est avec grand plaisir parce que c'est toujours très difficile d'aborder les questions financières en France. Ça remonte à notre vieille tradition, presque philosophique. Mais la question sur les paradis fiscaux. Hein, mais je vais y répondre tout de suite. Moi d'abord, je voudrais vous dire que la technicité financière et les paradis fiscaux font qu'un. Parce qu'il y a des produits complexes et très difficiles à comprendre que les paradis fiscaux existent, parce qu'ils sont là pour sortir l'impôt. Ils ont été créés de façon consubstantielle avec la pression fiscale et la fiscalité. Dans tous les pays du monde, quand vous créez un paradis fiscal, quel que soit, vous le faites en Chine, vous le faites en Russie. La Russie est un formidable paradis fiscal, la Chine un formidable paradis fiscal, le Luxembourg. Vous en faites quoi de ces paradis fiscaux ? Et je vous explique pourquoi nous, on a une vision un petit peu plus... je dirais, historique et puis systémique sur cette question. Tout simplement parce que, si vous voulez, en tant que citoyen, et j'en ai fait partie, quand j'avais 20 ans, j'avais un carnet de change pour traverser l'Europe. On ne pouvait pas sortir nos capitaux en 83. Pour aller en vacances ailleurs, il fallait déclarer ses capitaux. Il n'y avait pas d'euros. Et quand vous aviez 20 ans et que vous vouliez aller à l'autre bout de la planète, il fallait déclarer votre argent et ensuite traverser. Et alors, la réalité, mais, attendez, je vous répète, répondez à la question de M. Chavagneux. C'est bien, quand les paradis fiscaux, on connaît un peu, figurez-vous. Vous me laissez, a priori, vous me laissez 4 minutes. Oui, mais quand alors même, laissez-moi mon propos. Moi, je suis aussi universitaire. J'ai l'habitude d'expliquer les choses avec un peu d'organisation. Vous êtes en train de lasser l'assistance. Enfin, vous faites ce que vous voulez. Hein, très bien. Alors, on ne vous écoutera plus. Ça, c'est pas la démocratie dans ce cas-là. Mais non, répondez à la question simplement. Si vous me coupez toutes les 30 secondes, je ne peux pas répondre. Laissez-moi finir mon propos, je ne vous ai pas coupé, laissez-moi finir. Donc la technique est assez simple. Il est bon d'identifier les paradis fiscaux, c'est fait. Il est bon de demander aux banques européennes et aux États européens de déclarer leurs activités. C'est fait, c'est en cours. Mais il ne faut pas se tromper. Derrière les paradis fiscaux, c'est la finance internationale et non pas européenne qu'on touche. Et c'est l'organisation du blanchiment, l'organisation des commerces illicites qui se touchent. Et moi j'invite, et c'est pour ça que je parle des citoyens qui ont 20 ans, j'invite les citoyens, et nous en faisons partie, à s'impliquer massivement dans les formations financières, dans la conquête du pouvoir à l'intérieur des établissements bancaires. Nous, ce qu'on dit chez nous, c'est que ne pas comprendre un sujet financier, ne pas y avoir travaillé, ne pas voir comment cela fonctionne, c'est le juger à l'emporte-pièce sans regarder ce qu'il y a à l'intérieur et à quoi ça sert. Je vais donner 2 exemples très précis. Ceux qui ont inventé la plus grande complexité qui a permis de nourrir les paradis fiscaux sont ceux qui m'ont inspiré quand j'étais à l'université. C'est Pierre Bérégovoy qui a créé la titrisation en France, qui a permis à des jeunes étudiants de croire en un projet financier qui était novateur. C'est Pierre Bérégovoy qui l'a créé, c'est Pierre Bérégovoy qui l'a fait voter. Et c'est comme ça que des centaines d'étudiants, y compris ici dans les anciennes générations, se sont lancés pour comprendre les métiers financiers. Et moi, je dis qu'il ne faut pas jeter le bébé l'eau du bain. Les banques françaises ont beaucoup de défauts, mais elles sont exactement organisées comme toutes les banques du monde. Et la question de savoir si en France, aujourd'hui, on veut supprimer les paradis fiscaux, la réponse est oui. Est-ce qu'on veut les supprimer seuls avec notre vision d'éclairage du monde? La réponse est insuffisante. Si on veut éclairer le monde et si on veut rendre les paradis fiscaux à ce qu'ils doivent être, c'est-à-dire zéro et néant,
Il faut qu'autour de la table, la négociation européenne soit faite, mais qu'au-delà de ça, la négociation avec la Russie, la Chine et l'ensemble des pays qui sont dans les zones de blanchiment soit traitée. Or, aujourd'hui, cette question est traitée chez nous. C'est un petit peu comme si on voulait imposer notre vision du monde au reste du monde, mais le reste du monde, pendant ce temps-là, galope, blanchit et légalise ce que l'impôt n'a pas été payé dans le pays d'origine. Et ben moi, je dis qu'aujourd'hui, cette vision de nationalisation que vous évoquiez à l'instant, elle est valable pour un pays s'il veut le faire. Elle n'est absolument pas opérante si on veut l'appliquer au plan de la finance internationale. D'accord, merci. Alors, Madame Orange. Je veux revenir sur les problèmes de l'union bancaire, parce qu'on pense que tout le sujet est derrière nous, et je pense qu'au contraire, il est devant nous. Alors j'ai deux questions. La première, c'est qu'il est question donc, que la BCE fasse une série de stress tests sur une série d'établissements bancaires européens. Or, on sait déjà que pour montrer qu'ils vont être valides et qu'elle va être très vigilante, on va avoir un certain nombre d'établissements, peut-être 5, peut-être 6, qui ne vont pas passer la barre, parce que de toute façon, pour une question de crédibilité. Mais même sans accident, cela risque de conduire à encore une nouvelle consolidation bancaire, c'est-à-dire de demander à des établissements qui sont déjà gros de reprendre les établissements les plus fragiles. Alors, qu'est-ce que vous faites là-dessus? La deuxième question, c'était pour revenir à votre question, Madame qui était au sujet de la titrisation. Si vous écoutez bien Monsieur Draghi aujourd'hui, c'est plier la titrisation. C'est ce qu'il veut faire. C'est-à-dire, il l'a annoncé lors de sa dernière conférence. C'est-à-dire, il a dit non, je ne fais pas de quantitative easing, donc je ne fais pas de choses comme ça, mais je vais le faire autrement. C'est-à-dire, je fais passer les stress tests aux banques. Une fois que j'ai fait les choses solides, je mets en place la titrisation et je rachète non pas des dettes souveraines, mais je rachète des produits titrisés émis par les banques où elles auront sorti tout leur crédit, etc. Comme ça, je ne serai pas accusée de soutenir un État par rapport à un autre et je serai conforme au traité. C'est plié. Alors, qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Alors, Madame Berès, puisqu'on ne lui a pas donné la parole tout à l'heure, allons-y. Comme ça, vous pouvez revenir aussi sur les paradis fiscaux. Si, je l'ai prise tout à l'heure. J'ai dit que j'étais pour la fiscalisation. Oui, mais bon, alors, si je peux rebondir, je pense qu'au-delà de ce qui a été dit sur la façon de choper l'activité dans les paradis fiscaux, je crois qu'il y a un principe qu'il faut remettre au goût du jour, et peut-être c'est un sujet sur lequel il faut qu'on travaille ensemble, qui est la question de la proportionnalité entre l'activité bancaire et la surface financière et la réalité des pays. Et je pense que c'est pas un concept marché financier pur, mais enfin quand même, il y a un fondement à s'interroger sur la surface de certaines places financières qui n'ont aucun lien avec l'activité, entre guillemets, d'économie réelle qui est déployée sur ces territoires-là. C'est une question qu'on a posée, par exemple, lorsqu'on évoquait les sujets de supervision, en disant qu'un pays qui avait une proportion trop importante de marché financier ne pouvait pas avoir le dispositif de supervision lui permettant d'avoir une supervision effective du fonctionnement de ces marchés financiers. Je crois qu'on peut aussi poser la question du point de vue de la fiscalité. Sur l'affaire des stress tests, vous avez raison, il y a un risque derrière de consolidation, exactement de la même manière qu'on a vu que dans la chute de Lehman Brothers aux États-Unis, on a observé cette consolidation. C'est une des raisons pour lesquelles je pense qu'en parallèle, le débat qu'on a eu tout au début sur la séparation bancaire, elle est tout à fait fondamentale si on ne veut pas que ces grosses boules se mettent en place. Et sur la titrisation, ça fait partie... c'est typiquement un débat public qu'on doit avoir. C'est pas parce que M. Draghi a décidé qu'il voulait faire comme ça qu'on est obligé de penser que c'est la bonne solution. Et moi, je suis beaucoup moins experte en matière de fonctionnement des marchés financiers et des produits financiers que la plupart d'entre vous. Et c'est la raison pour laquelle j'ai besoin qu'on travaille ensemble sur est-ce qu'on rentre dans cette logique, il y a une bonne titrisation ou pas. Et moi, j'ai des interrogations. Voilà, j'en suis à ce stade-là, hein. J'ai pas de réponse absolue sur comment est-ce qu'on arrête M. Draghi, est-ce qu'il a déjà tout décidé et comment est-ce qu'on va mettre en place les choses. Ce que je note, c'est que le débat est là et qu'il faut être extrêmement vigilant. Donc moi je me réjouis du travail qu'on peut en faire ensemble là-dessus.
Alors, Madame Joly, vous voulez sur ce point? Donc, la mise en place de l'union bancaire, c'est dans un an. Bonne année. Et c'est 130 banques qui vont être surveillées par la Banque centrale. J'espère qu'il y aurait, 6 000 recrutements pour faire cela. Donc, c'est un énorme chantier. Et déjà, avec BAL 3, il y a des stress tests. On peut penser qu'Unicredit, qui a passé 9 milliards de provisions sur des créances douteuses il y a quelques mois, elle l'a fait justement pour que, dans le cadre des stress tests, elle n'ait pas à justifier qu'elle ne l'avait pas fait. Il se trouve que ses fonds propres lui permettaient de le faire, et ce n'est pas le cas de toutes les banques. Je pense que ce qui doit nous préoccuper, nous, c'est la question de l'argent public, c'est-à-dire c'est moins grave qu'il y ait une consolidation entre banques que le fait de mettre des fonds publics. Et on sent, je trouve, qu'on ouvre la possibilité de nouveau que dans des cas exceptionnels, on pourrait quand même mettre des fonds publics et que la résolution que nous avons aussi mise en place pendant cette législature, c'est-à-dire la procédure unifiée de règlement des difficultés des banques, où on définit qui paye quoi, qui est fait normalement pour empêcher qu'on mette des fonds publics, on va quand même mettre des fonds publics parce qu'on dira toujours que les conséquences de la chute de cette banque sont telles que, et du coup, on est toujours dans les schémas où on privatise les gains et on rend commun les pertes. C'est ça que nous devons éviter. Le montant qui a été prévu justement pour permettre d'éviter la chute des banques, est-ce que vous paraît suffisant aujourd'hui, avec y compris la montée en charge progressive? C'est à la fois lent et finalement, surtout, quand si on vous regarde voulez, les bilans des banques, moi je pense surtout que l'union bancaire ne va pas être composée des détectives, quoi, et que les banques qui cacheront leurs difficultés le cacheront très longtemps, oui. Et qu'on va se réveiller avec les faits accomplis, qui est que cette banque a besoin de 55 milliards, sinon la catastrophe est là. Et ce n'est pas la procédure de résolution qui malheureusement va l'empêcher. C'est comme la gestion des entreprises en difficulté, ce n'est pas parce qu'il y a un texte que ça règle le problème. Mais il y a moins la volonté que les actionnaires perdent tout ce qu'ils ont mis, que les obligataires vont financer une partie, et aussi les déposants au-delà de 100 000 euros. Et donc, encore une fois, on voit l'importance de séparer les banques de dépôt des banques spéculatives pour que les fonds publics ne soient pas happés dans tout cela. Les titrisations, nous l'avons connu par le passé. C'était évidemment le subprime. Et nous voyons avec un très mauvais œil ce mécanisme revenir. Et donc, si on le met en place, il faut que ça soit dans des conditions très contrôlées et que ça concerne que des portefeuilles de bonnes créances. Mais comme on avait vu que le prêt aux entreprises et aux particuliers ne représente que 27% de l'activité des banques, ça ne doit pas donner beaucoup de souplesse au marché. Je ne le pense pas. Donc, un énorme projet devant nous, 130 banques systémiques à contrôler et tout à construire. Donc, un énorme chantier et une coopération avec les régulateurs et les superviseurs nationaux est absolument indispensable aussi. Mais pour nous, élus Europe Écologie, c'est les fonds publics. Nous voulons qu'on limite les possibilités et surtout que dans le texte, ça ne soit pas prévu. Madame Le Grip, vous avez sur ce point, non? Non, allons-y. Non, je pense que la volonté de mettre sur la table la protection de l'argent public est un objectif qui est sain. La titrisation utilisée comme elle a été aux États-Unis pour financer des activités spéculatives et sortir du bilan des créances douteuses a montré sa limite. Ça, c'est une mauvaise méthode. La titrisation telle que le Parlement français l'a votée et telle que les États l'ont mise en place pour baisser le coût du crédit et pour permettre à des banquiers qui ne... La définition, c'est qu'un banquier doit porter un crédit jusqu'à son terme. Historiquement, c'est ça. Et la titrisation telle qu'elle a été conçue dans les années 80, c'est justement de permettre
d'abaisser le coût du crédit, de rendre le crédit plus accessible aux uns et aux autres et de dégonfler les bilans et d'alléger donc le besoin en fonds propres. C'est ça l'idée de base. Alors, aujourd'hui, par rapport à ces stress tests, notre position, c'est de dire que, bien évidemment, il faut les déclencher. Ils sont violents. Hein. C'est l'immobilier pendant un an à moins 30, c'est les opérations de récession, c'est l'insolvabilité de pans entiers de l'économie. Donc, très clairement, c'est des bons tests. C'est des vrais crash tests comme dans l'automobile. C'est vraiment votre vie est en danger, qu'est-ce qui se passe? Donc ça, c'est bien. L'étape suivante, c'est bien sûr de reconsolider les fonds propres. Là, pour le coup, je vais dire à Mme Joly qu'elle a raison sur un point, c'est qu'il faut que l'argent public ne soit pas utilisé pour refinancer les activités dites spéculatives. Je mets un petit bémol simplement sur ce que font les banques et les États depuis 30 ou 40 ans. Il faut quand même rappeler que c'est quand même la sphère politique qui a décidé, pendant 30 ans, de demander aux banques, et moi j'ai vécu ça de l'intérieur, de trouver du financement pour les États. On emprunte des centaines de milliards d'euros, la France est un des premiers emprunteurs, et on demande à nos grandes banques, les 4 systémiques qu'on évoquait tout à l'heure, de lever tous les jours un peu plus de dettes pour nous, pour financer notre social. Quand on fait le tour du monde pour aller à Tokyo ou à New York chercher de l'argent pour le contribuable français, indirectement, pour nous citoyens, pour maintenir le niveau qui est le nôtre d'assistance aux personnes, on ne peut pas d'un côté demander cela aux banques tous les jours un peu plus d'argent pour la France, ce qu'on fait, et d'autre côté dire attendez, là maintenant on va vous interdire de doper vos résultats, d'améliorer vos résultats pour apporter ce service. Donc il faut bien revenir toujours aux fondamentaux, titriser si c'est pour sortir du bilan des banques des créances de qualité correcte, mais comment vous non pas douteuse. Le problème, c'est comment vous définissez les créances de qualité correcte, parce que alors, ce sont les mécanismes de notation, vous les connaissez, et c'est les mécanismes de stress. Moi, je rappelle juste un point en titrisation. Non, mais en titrisation, en titrisation, je vous rappelle une chose. Vous empruntez 100 € demain matin dans une banque. Ces 100 €, la banque considère que c'est une bonne créance. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle sort ces 100 € du bilan, elle en garde 5%, 5 € pour garantir le risque de défaut, et elle rebalance les 95 € que vous avez empruntés à un autre prêteur qui va donc être indirectement celui qui vous prête. Si vous le faites sur des créances de bonne qualité, dont le taux de défaut historique est faible, vous limitez ce risque. Et c'est ça que propose, entre guillemets, le régulateur, que pour les banques trop fragiles, ayant trop peu de fonds propres, on leur dise, plutôt que de vous fermer un jour et de faire ce qui s'est passé dans des pays où on a fermé des banques et où les gens tiraient péniblement leur liquidité, on va vous dire, écoutez, on sortira de votre bilan, manu militari, les créances que vous ne pouvez plus porter parce que vous n'avez pas la surface financière, et on les fera porter par des banques de meilleure qualité étant plus, entre guillemets, costauds. Le risque, c'est la consolidation, donc la concentration. Voilà, c'est ce risque-là. Mais nous, on pense, dans notre famille politique, qu'on peut appréhender ce risque, qu'on peut le maîtriser beaucoup mieux qu'il ne l'a été à l'époque des balbutiements de la titrisation. Je rappelle que c'est 88. Oui. On est en 2014. Donc on a d'autres outils pour retravailler. Puis la France a quelques matheux, quelques étudiants de bonne qualité. Autant leur laisser une chance en Europe d'être leader sur un sujet. Il me semble que sur les métiers financiers, on est plutôt leader. On a surtout une crise qui nous a appris à être raisonnable sur la question de titrisation. Monsieur Coquerel. Ouais, je vais essayer d'être un petit peu plus court. Je crois qu'il y a sur la titrisation, je dirais comme Pervenche Berès, pour une fois que je ne suis pas non plus un spécialiste. Nous, on est plutôt plus que sceptique, et on est en tout cas pour le réduire à tout ce qui pourrait être activité ayant un lien avec l'utilité publique. Bon, c'est peu dire parce que ça ne nous semble pas être la préoccupation. Mais je crois que je voulais revenir sur ce que disait Pervenche tout à l'heure sur le fait effectivement que la Banque Centrale Européenne et son président n'a pas à dire ce qui doit être ou pas. Mais le problème, c'est qu'il a la liberté totale de dire ce qui doit être ou pas. Parce qu'il est totalement indépendante par les traités, je le rappelle. Ça, c'est une des questions que j'avais. C'est comment on peut faire avec cette indépendance totale de la Banque centrale. Donc le problème de fond, il est là. Bon. Et j'entendais mon voisin parler des banques à qui on ne pourrait pas demander de venir aider les États. Bon, je rappelle elles ont d'abord été aidées par les États en 2008, et de manière considérable, pour éponger leurs dettes. Bon, et que la deuxième chose, la meilleure manière pour ne pas être dépendant des banques privées, c'est d'avoir effectivement une banque centrale européenne, comme le faisait la Banque de France avant 1973, qui puisse prêter directement aux États et qui puisse justement permettre pour le coup d'avoir des fonds qui permettent la relance de l'activité et toute chose qui est liée à l'intérêt général. Donc là, on a derrière ça le problème effectivement
du statut de la Banque Centrale Européenne, qui a un lien d'ailleurs, je ne sais pas si ça sera un sujet tout à l'heure, mais qui a un lien aussi avec la question de l'euro, parce que tant qu'il n'y aura pas ça, on aura un euro qui sera un euro fort, un euro monétariste, donc c'est vraiment au cœur du sujet. Et tout à l'heure, vous avez dit, je faisais du lourd, entre guillemets, en parlant de nationalisation de pôle public. Je vous rappelle quand même que c'est pas parler des soviets que de parler ça. Il n'y a pas très longtemps. Non, mais j'ai entendu, mais c'est pas proche. C'est tellement peu habituel que vous avez vous-même réagi en disant quelque part vous envoyez du lourd. Bah oui, je veux dire oui, il faut réfléchir effectivement à un pôle public bancaire et avec une banque centrale européenne qui puisse prêter directement aux États. Et je crois que ça remet en question, et c'est le fond finalement du débat que nous avons ici, non pas le fait de superviser, je dirais, les défauts des banques qui... moi, je ne fais pas de morale. Elles font leur boulot. La finance fait son boulot. La finance n'a pas... et les profits, ce n'est pas fait pour le bonheur de la planète. C'est fait pour un système économique. Je n'ai pas là-dessus d'appréciation morale à porter. Mais comme je n'ai pas d'appréciation morale à porter, eh bien justement, je suis pour un système qui ne le permette pas. Et donc, ça passe par des pôles publics bancaires et ça passe par une banque centrale européenne qui change de statut. Monsieur Maugeon, a des questions à vous poser.